Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à passer au prochain niveau d'accomplissement, d'alignement, pour s'élever et élever leur entreprise au service de plus grands. J'ai la joie d'accueillir dans cet épisode Julien Perron, qui est à l'initiative de C'est quoi le bonheur pour vous et de innovation en éducation, du Festival de l'école de la vie, du congrès, du magazine, du podcast autour de l'innovation de l'éducation et de C'est quoi le bonheur pour vous. Son prochain livre sortira prochainement. Julien impacte des millions de personnes dans le monde et il est aussi un entrepreneur avec un modèle économique très simple et c'est ce que j'aime aussi dans ce qu'il partage dans cet épisode. Il nous raconte son parcours singulier, la dyslexie, la dysorthographie et surtout tout ce qu'il a créé sans avoir le bac. Ses premiers déclics, qu'est-ce qui l'amène à devenir entrepreneur à l'âge de 23 ans. Il se définit comme un chef d'entreprise intuitif. Il nous partage les 6 leviers du bonheur à mettre en place dans son quotidien issu de son prochain livre. Et bien évidemment, le cœur de cette conversation est autour de toute cette notion de prendre soin de soi, que Julien définit comme un engagement sociétal. Et vous découvrirez à quel point il l'incarne dans toutes les sphères de sa vie. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour mon cher Julien, bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis très heureuse de t'accueillir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureux. Alors, comme je le disais en introduction, tu es ce qu'on appelle un serialpreneur. Ah ouais, un serialpreneur, ok. Avec plein de projets, plein de magnifiques réalisations. Tu es ce que tu me disais, un chef d'entreprise intuitif. Depuis l'âge de 23 ans, tu vas nous en dire un peu plus. Réalisateur, producteur, auteur. Tu impactes en fait avec tes projets et tes entreprises des millions de personnes avec tes 2 galaxies autour du bonheur et de l'éducation. Mm-hmm. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu aimerais simplement nous dire où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Physiquement? Ouais. Ah, aujourd'hui, je suis à Montpellier. Hier, j'étais au Portugal. Magnifique d'ailleurs, je recommande l'Algarve. Ah oui, j'ai vu passer tes photos, c'est sublime. Ah ouais, c'était une belle découverte. J'ai pu prendre soin de moi. Tu sais, c'est des moments qui sont importants. Je trouve, d'ailleurs, pour tout citoyen, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour les chefs d'entreprise, parce que j'ai le sentiment qu'il y en a quand même beaucoup qui ont vraiment la tête dans le guidon et qui prennent pas vraiment le temps pour prendre soin d'eux. Et donc, moi, j'ai tout un process qui est intégré dans ma vie, au même titre que je mange ou que je me lave les dents. Et donc, parmi ces process, c'est important pour moi dans l'année de partir, peu importe, hein, là j'étais au Portugal, mais ça peut être très bien en France et à 40 minutes de chez moi, là, ici de Montpellier. Peu importe où c'est, mais de prendre du temps en fait juste pour moi, de me retrouver. Tu sais, il y en a qui vont aller, je sais pas, faire une retraite chez Vipassana par exemple, si tu connais. Ouais. Moi, c'est ma forme de retraite. Là, de partir 2 semaines au Portugal, j'ai comblé tous mes besoins. J'ai fait du surf tous les jours. J'étais au soleil. J'ai fait de la lecture. J'ai rien fait. J'ai beaucoup médité. J'ai fait mes exercices de yoga habituels, mais avec beaucoup plus de temps. Enfin voilà, j'ai pris vraiment tout ce temps pour combler mes besoins. Et c'est vraiment important de prendre du recul et de prendre soin de soi, même si je le fais dans mon quotidien. On pourra en parler. C'est vraiment Oui, bien sûr, c'est prévu. dans mon quotidien. Ouais. Mais de pouvoir s'échapper à un moment donné de ce qu'on peut appeler notre zone de confort, peu importe comment on l'appelle, de là où vraiment on se situe, c'est quelque chose de, j'allais dire, de vital quand même pour l'être humain. Il y en a peu qui s'en rendent compte parce qu'on ne l'a pas appris. Exactement. Et puis, ne serait-ce que la notion de nourrir ses besoins. Tout à fait. C'est déjà un certain niveau de conscience. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation là, ces 10 dernières années. Parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation et que si on amène le plus tôt possible dans notre société, parce que c'est quand même avant tout, à mon sens, un projet sociétal, mais inévitablement sur les bancs de l'école, parce qu'on est quand même plus longtemps à l'école qu'auprès de nos parents,
si on amène le savoir-être et la connaissance de soi, eh bien, on fait un très beau cadeau à l'humanité et à notre planète. C'est magnifique ça. En fait, apprendre à prendre soin de soi, c'est un projet sociétal. Ah, mais complètement. Carrément. Complètement. Bon, après, c'est assez évident, hein, j'imagine, pour les gens qui nous écoutent, juste de conscientiser la société dans laquelle on est, peu importe le pays d'ailleurs dans lequel on se trouve. On voit bien qu'on est quand même très conditionné dès le départ, et donc assez rapidement, peut nous faire croire que la vie, c'est tout droit, il faut bien rester sur les rails, il faut surtout pas sortir des rails. Et en gros, ce qu'on nous vend, le bonheur, c'est de se marier, de faire des enfants, d'avoir une grosse maison, une grosse voiture. Oui, c'est ça, d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent, le chien, le chat. Et c'est ça le bonheur. Et puis consommer, quoi, évidemment, être bah oui. un gentil consommateur. Et donc, on nous apprend pas beaucoup de choses. Et donc, parmi ces beaucoup de choses, il y a ce qu'on appelle cette notion de savoir-être, de connaissance de soi. On parle de plus en plus de soft skills aussi. Ouais. Toutes ces compétences psychosociales aussi sont déterminantes après dans notre vie d'adulte. Et on voit bien que dans notre système, parce que nous on est en France, c'est encore très peu. C'est mis en place de plus en plus, mais vraiment on en est encore au stade d'expérimentation quelque part. C'est pas du tout déployé sur l'ensemble de notre territoire. Il y a peut-être 50% des enseignants qui vont dans ce sens-là, ce qui est déjà énorme. Quand même 500 000 salariés quasiment. Il y a à peu près 1 million d'enseignants, grosso modo. Donc, c'est déjà énorme que ces enseignants prennent du temps sur eux. Oui, parce que 500 000 enseignants, ça a un impact sur combien d'enfants dans leur carrière? Exactement. Donc c'est plutôt encourageant. Bon, j'ai un regard vraiment positif sur la situation parce qu'on a pris une très bonne direction. Mais c'est vrai qu'il faut continuer encore à semer des graines et inspirer les gens. Et c'est là où je reviens à notre responsabilité citoyenne que je te parlais tout en amont. C'est pas que pour les chefs d'entreprise, c'est avant tout une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, en fait, tous les jours. Bien sûr. D'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, pour être déjà inspirant, tout simplement, aussi autour de soi, et puis de pouvoir encore mieux aider notre prochain, peu importe nos fonctions dans notre société et ce qu'on fait. Oui. C'est tellement évident. Si tu es bien déjà, toi, tout seul, déjà, dans ta tête, dans ton corps, dans ton état d'esprit, évidemment, tu es mieux avec les autres, tu es plus créatif, tu es plus intuitif, tu apportes ce qu'il y a probablement de mieux dans notre société. Donc ça, c'est pour moi une vraie responsabilité, mais une fois de plus, on nous l'a pas appris. Et donc, ça, moi, je suis convaincu qu'on peut vraiment nous l'apporter le plus tôt possible, conscientiser tout ça, semer des graines le plus tôt possible dans nos sociétés respectives, dans le monde entier. Ouais. Et d'ailleurs, un des sujets que j'aimerais aborder avec toi un peu plus tard dans le podcast, c'est justement qu'est-ce qui t'a permis, toi, tu vois, de t'autoriser ça? Parce que je pense qu'il y a un moment donné où il y a cette autorisation. Soit on la reçoit de par notre éducation, comme tu œuvres aussi aujourd'hui. Mais quand on n'a pas reçu ça dans notre éducation, il y a un moment donné où on se donne l'autorisation de prendre soin de nous. Oui. Tu vois. Et justement, tu vois, est-ce que tu aimerais nous partager les grandes étapes de ton parcours pour qu'on puisse après mieux comprendre cette notion d'autorisation? Oui, je crois que c'est aussi pour ça que je suis convaincu que tout part de l'éducation, parce que j'ai cette chance que je mesure bien maintenant d'avoir commencé ce cheminement vers soi très tôt dans ma vie. Ça a commencé, on va dire, le premier grand déclic, c'était à l'âge de 10 ans. Je suis parti pendant 1 mois aux États-Unis, dans le Wisconsin, à Milwaukee précisément. On faisait partie d'un programme scolaire. On était toute une classe comme ça à partir chacun dans une famille d'accueil. Et donc, on avait tous le même âge, on était en CM2. Et ça a été un grand déclic parce que, alors moi, tu sais, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, mon parcours scolaire, avec cette petite différence au niveau de l'utilisation de mon cerveau, a été pas compliqué, mais pas vraiment très simple, on va dire. Ouais. Et donc, pas dans les cases, quoi. Ouais, pas dans les cases. Et donc, du coup, j'ai quand même vite perdu confiance en moi parce que, pour résumer très rapidement, tu as l'impression de fournir énormément d'efforts et puis de ne pas avoir de résultats, en tout cas d'avoir des résultats médiocres. Et donc là, je pars aux États-Unis. Et donc, je suis purement dans l'expérience. Donc, on continue malgré tout à aller à l'école américaine, mais je vis une expérience humaine et tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Et donc, je conscientise, alors pas avec les mots d'aujourd'hui, mais j'ai le sentiment d'apprendre 100 fois plus dans cette expérience
que je vis sur place que ce que je vivais quand j'étais sur les bancs de l'école. Et donc, je me sens hyper à l'aise dans ce rôle-là. J'ai pas envie de rentrer en France. Je me rappelle écrire des courriers à mes parents en disant que je voulais rester là-bas. Et donc ça, c'était le premier déclic parce que maintenant, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. C'est-à-dire que je voyage régulièrement dans ma vie. Il y a à peu près 6 mois de l'année où je suis dans le mouvement. Donc, je suis vraiment en déplacement, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais j'ai plaisir à dire que le mouvement, c'est la vie et que la vie, c'est le mouvement. Et c'est important de remettre du mouvement dans notre vie de sédentaire parce que nos vies nous ont vraiment sédentarisés. Et donc, on a oublié aussi ce côté mais tellement naturel de l'homme, en fait, d'être en déplacement, d'être dans le mouvement. On était quand même des nomades avant. Ouais. Et donc voilà, je conscientise ça, mais une fois de plus, pas avec ces mots. Et donc, en rentrant en France, je dis à mes parents que moi, j'ai envie de voyager. C'est comme ça que je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. Et donc, voilà, donc finalement, je vais pas voyager tout de suite, parce que j'ai 10 ans. Donc, mes parents sont gardiens d'immeubles à l'époque. On vit à 4. À Montpellier? Non, à Paris. À Paris, oui. On vit à 4 dans un 40 mètres carrés, mais dans un contexte qui est quand même pas commun, puisqu'on habite avenue Montaigne. Je sais pas si tu connais. Ah bah oui, oui. Donc, on habite avenue Montaigne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus belles avenues, paraît-il, du monde, parce qu'on retrouve Christian Dior, Nina Ricci, enfin des grandes marques de couture, de bijoux. Il y a Plaza Athénée pour ceux qui connaissent un peu les hôtels. Et donc voilà. C'est en bas des Champs-Élysées. Exactement, ouais, perpendiculaire aux Champs-Élysées. Dans notre immeuble, on a que des milliardaires et nous, on est donc à 4 dans un 40 mètres carrés à nettoyer les escaliers, à faire le ménage, à sortir les poubelles, à distribuer le courrier, etc. Donc, je les aide et puis ils me donnent un petit peu d'argent de poche et je mets cet argent de poche de côté, qui fait qu'à l'âge de 20 ans, j'entame mon premier voyage seul avec mon sac à dos et je pars en Égypte. Et pendant toute cette période-là, il y a eu un deuxième déclic qui était en 95 où j'ai lu un livre qui était parmi une dizaine de livres à l'époque en développement personnel à Virgin sur les Champs-Élysées et qui s'appelle La prophétie des Andes. Ouais. Et ce livre a vraiment a été un grand déclic, une fois de plus, parce que ça m'a permis de conscientiser que je n'étais pas le seul à penser comme ça. Parce que déjà à l'époque, je disais beaucoup de choses en fait autour de moi, des amis. Moi, j'avais une conscience, d'après ce que dit ma maman, qui était assez aiguisée, visiblement. Il y avait beaucoup de questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Et donc, du coup, elle m'a invité assez tôt à aller lire, en fait, aller à la bibliothèque François Mitterrand, aller trouver des livres pour avoir mes réponses, quoi, en gros. Et donc... Est-ce que tu avais des questions ou tu avais des connaissances qui venaient d'ailleurs? Alors, j'avais des connaissances qui venaient d'ailleurs. Ouais. Bon. C'était un peu perturbant pour ma maman. Ouais. Et après, effectivement, j'avais des questions et donc elle n'avait pas forcément les réponses. Donc, je l'ai retrouvée dans les lectures. Et donc, la prophétie des Andes, est venue vraiment me confirmer que j'étais pas seul. Donc, ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit, bon, ok, donc il y a forcément d'autres personnes comme moi sur cette planète. Et donc, ça m'a invité à lire après les autres livres, les quelques livres qu'il y avait en développement personnel à Virgin. Donc, pour resituer le contexte, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que comme je n'avais pas de sous, en fait, je lisais assis. Donc, je passais des journées à Virgin sur les Champs-Élysées, dans les rayons, à lire des livres. Et pour indice, pour ceux peut-être qui connaissent cette forme donc la dyslexie et la dysorthographie, c'est pas évident de lire, en fait. Pour nous, c'est très compliqué. Donc, pour moi, ça a été beaucoup d'efforts. Et donc, ça m'a vraiment aidé, justement, parce que maintenant, j'ai aucun souci avec la lecture. Mais au-delà du fait, d'avoir des crampes aux fesses à rester assis par terre, ça m'a vraiment aidé à lire convenablement. En fait, puis t'avais une soif de... Ouais, une curiosité dingue. Ouais, de savoir, de trouver, Ouais, c'est ça, ouais. Et puis effectivement, t'as pas les réponses non plus à l'école, hein. Donc, moi, je conscientisais déjà quand même très tôt à l'école ce que je t'ai dit en amont, qu'on voulait nous mettre sur des rails, quoi. Enfin, j'avais pas ces mots, une fois de plus, mais je sentais qu'on voulait nous mettre dans un moule, quoi, dans une boîte, et ça me plaisait pas du tout. Donc souvent, d'ailleurs, j'étais en contradiction avec les enseignants parce que je leur montrais d'autres voies. Je leur montrais qu'on pouvait réfléchir aussi différemment pour arriver exactement au même résultat, ou qu'il y avait d'autres possibilités, qu'il n'y avait pas qu'une seule réalité, qu'il y avait plein de réalités.
Et c'est vrai que systématiquement, n'importe quel prof te ramenait à notre réalité sociétale que, bah non, en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Et donc voilà, donc deuxième déclic, la prophétie des Andes. Troisième déclic, le Kung Fu. Donc, je l'ai fait pendant 14 ans. Oui, c'est vrai que t'étais un... Ouais. Et ça m'a amené à me canaliser, parce que du coup, j'avais beaucoup d'énergie et j'avais du mal à canaliser cette énergie. Donc là, ça m'a vraiment bien canalisé, centré. Et puis, ça m'a appris énormément de choses. C'était une vraie école de la vie, qui m'aide encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ça m'a vraiment appris la constance, la persévérance, le goût de l'effort, le geste juste. Ouais, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ouais, le respect de moi, le respect de l'autre. De l'autre, ouais. Ça m'a ouvert aussi sur une autre dimension qui est plus liée du coup là au monde invisible, à notre état d'esprit, quoi, à notre esprit, à notre conscience, à ce qu'on est, pourquoi pas notre incarnation, tu vois, ce qu'on vient faire ici sur Terre, pour ceux qui croient aussi à l'incarnation. Donc ça m'a ouvert d'autres champs d'exploration, en gros. Puis à l'énergie aussi du corps. À l'énergie, ouais, c'est ça, ouais. Donc pareil, t'as pas ces réponses à l'école, donc je les ai beaucoup trouvées dans les lectures, les voyages et les rencontres. Beaucoup de rencontres aussi. J'aime bien dire qu'il n'y a jamais de hasard, quand tu te déplaces comme ça, tu rencontres tout le temps des personnes. Et j'aime bien aussi, en tout cas, moi, c'est l'observation que je fais. J'ai toujours l'impression qu'on est des guides les uns pour les autres. Et je trouve bien de s'en rendre compte. Il n'y a pas vraiment de maître spirituel ou de gourou. Finalement, toi aussi, tu peux apporter quelque chose à un gourou ou à un maître. Pour ceux qui suivent des préceptes, je dis ça. Moi, je n'ai pas de gourou ni de maître. J'aime bien. Je suis plutôt proche d'un précepte, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle la Prajna Vimukti. C'est un tatouage que j'ai sur mon avant-bras gauche, qui est en sanskrit. Et la Prajna Vimukti, c'est justement un état que beaucoup de bouddhistes, hindouistes aimeraient atteindre, qui est une libération de toute fausse croyance, justement. Où tu es quand même le seul maître à bord de ta propre philosophie, de ton regard sur le monde. Une espèce de liberté du cœur et de l'esprit, une liberté totale, quoi. Donc, moi, je me sens plus proche de ça. Et donc ça a été aussi le Kung Fu, un beau déclic dans ma vie. Et donc tout cumulé entre les voyages, les lectures, les rencontres, le Kung Fu, cette curiosité, cette soif de découverte de moi, en fait, de l'autre. Donc je me rappelle assez tôt m'être dit à un moment donné, j'ai cette image qui est encore en tête, où je suis au bois de Boulogne en train de lire un bouquin et me dire dans ma tête, en fait, je suis mon propre psy, quoi. Oui. Et donc je vais aller les trouver moi-même. Ouais, c'est ça. Et donc, plus j'en apprenais sur moi, plus j'en apprenais sur les autres. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser à l'économie, à la politique, aux banques, à l'environnement, à plein de sujets qui me semblent tellement évidents, mais qui sont, alors, peut-être qu'ils sont abordés à l'école, mais en tout cas, sous un prisme et pas sous d'autres prismes. Et donc voilà, je me suis intéressé à plein de choses. Et puis, j'ai encore en tête un autre déclic qui a été assez important par rapport à ça, c'est en Égypte. Donc, quand je fais mon premier voyage seul, je pars en Égypte. Et là, je suis, mais pas bouleversé, mais limite, quoi. C'est-à-dire que ça remet totalement en question tout ce que j'ai pu entendre ou apprendre à l'école dans l'histoire, de ce que nous apprend, notamment par rapport à l'Égypte. Parce que quand tu es face à ces temples, à cette perfection, vraiment, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Et si je me trompe pas, à l'époque, nous, en Europe, on était en pot de phoque, avec des silex en train d'essayer de faire du feu. Ouais. Et on ne savait pas écrire. Et là, tu es face à une perfection, complètement hallucinée. Et on était avec un guide en plus qui était passionné, passionnant. Et donc voilà, je suis rentré en France, j'ai acheté tous les CD-ROM de l'époque, parce qu'il n'y avait que des CD-ROM à l'époque. Ouais. Autour des genre temples, le secret des pyramides et tout ça. Ouais, de comprendre en fait tout ça et donc et puis de voir aussi toutes ces couleurs qu'ils avaient mis dans les temples parce que c'est coloré de partout, c'était magnifique. Mais quand tu es sur place là à l'heure d'aujourd'hui, tu vois pas toutes ces couleurs, il y a des petites traces parfois sur des murs et t'as pas notion de l'ampleur de tout ce que ça représentait sur un temple par exemple. Et donc voilà, ce goût du détail et de la beauté des couleurs, c'était très fin, enfin c'était juste dingue. Donc voilà, donc ça a remis totalement en question ce qu'on m'apprenait, en gros, ce qu'on apprenait à l'école, et ça m'a amené à cultiver ma propre curiosité, et donc du coup à aller remettre en question aussi. Voilà, ouais. Et à aller chercher moi-même l'information.
Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu à un moment donné un peu compliqué parce que assez tôt dans ma vie, j'avais beaucoup de recul sur ma société et je voyais bien qu'autour de moi, il y avait 80% de mes camarades qui étaient un peu conditionnés, quoi, en gros, quoi. Oui, je pense que 80%, Je suis gentil, ouais. t'es gentil. Et là, tu te sens un peu seul, quoi. Donc, après, je me suis vraiment plongé dans la lecture et c'est là où je me sentais mieux. Alors, je pouvais quand même discuter longuement avec ma mère, qui était quand même très ouverte. Elle-même tirait des cartes à titre personnel. Tu vois, elle faisait des thèmes astrologiques pour ses copines. Mhm. Elle était déjà quand même très ouverte à ce qu'on appelle la connaissance de soi, le développement personnel. On allait voir des naturopathes, des iridologues, déjà quand j'étais tout Oui. petit, quoi. Et puis, ce qui était les débuts, en fait. Parce que là, c'était dans quelle année tu parles là? Moi, je suis né en 78, donc Ouais, c'est ça, on a le même âge quasiment. Ouais, ouais, donc c'était très tôt, ouais, carrément. ouais, ouais. Donc, je voyais bien que ses copines qui venaient à la maison étaient branchées comme elle aussi, hein. Mhm. Et donc là, c'est intéressant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi, Ouais, et c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est la notion de choix. Et je crois qu'on ouais. oublie que la résultante de ce qu'on est là aujourd'hui, de notre discussion par exemple qu'on a Eh aujourd'hui, oui, oui. c'est la résultante de tous les choix qu'on a fait, y compris évidemment ces choix qu'on fait quand on est enfant. Et on s'en rend pas bien compte, mais par exemple, moi j'étais très souvent autour de cette table ronde avec ma mère et ses copines quand elles tiraient des cartes ou qu'elles faisaient des thèmes astrologiques. Donc comme je te disais, je lui posais beaucoup de questions existentielles et j'avais plein d'informations qui venaient de je ne sais pas d'où. Et Ouais. donc je pouvais en parler avec elle. Et mon frère, je voyais bien qu'il était très cartésien et que parfois même il se fichait un petit peu de moi, quoi. Pour finalement maintenant, depuis une dizaine d'années, s'intéresser de très près à tout ce que je fais et, Hmm, et être sur son propre cheminement maintenant, tu vois. hmm. Et donc là, il n'y a aucun jugement parce que le chemin d'une personne à une autre est très différent. Mais Oui, par puis je contre, pense qu'on a besoin de cette diversité aussi. c'est ça. Mais par contre, ça pointe du doigt les choix qu'on fait et qui tracent notre vie en réalité. Oui. Et cette notion d'autorisation C'est que ça. j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, est-ce que cette autorisation, elle est arrivée pour toi à tes 10 ans, quand tu es aux États-Unis et que tu dis, en fait, oui, c'est ça, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est la découverte, c'est l'ouverture. Non, c'est venu progressivement. Ouais. euh, Pendant toutes ces phases, quand même, tu es jeune, donc t'es pas vraiment dans des réflexions comme ça. Mhm. M'autoriser à ça précisément, je crois que c'est vraiment venu le moment où j'ai basculé de salarié à chef d'entreprise. Hmm. Ah, Donc c'est là, intéressant ça, ouais. ouais, Alors justement, j'aime beaucoup t'avoir dans ce podcast parce que, comme je te disais tout à l'heure, on ne te connaît pas vraiment en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Et donc, moi, voilà, je suis impatiente de te découvrir aussi dans cette casquette-là. ok. Donc, Oui, en vas-y, fait, dis-nous. ouais, donc je passe de salarié, donc il faut se remettre dans le contexte. Donc, j'ai pas de diplôme. J'ai essayé de passer 2 fois le bac, un BTS Action commerciale que j'ai pas réussi à obtenir, que ce soit le BTS ou le bac. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même pas le BEPC, j'ai 0 diplôme. Mhm. Et donc, je passe la 2e fois mon bac. Et puis là, je me dis, bon, en fait, Julien, tu dois pas être fait pour les études, laisse tomber. Et donc, je me dis, bon, tiens, je vais découvrir le monde du travail, ce qu'on appelait le monde professionnel. Et donc, je fais plein de petits boulots. Je deviens facteur, agent de sécurité, serveur. Voilà, je fais plein de petits boulots comme ça. Et puis, tu es quand même rattrapé, et je vois bien aussi pour les jeunes encore maintenant, il y a une grande pression. Tu es rattrapé par la société. Et en fait, la société te fait croire que si tu n'as pas de diplôme, tu vas rater ta Mhm. vie. Mhm. Donc, du coup, je cherche qu'est-ce que je peux faire comme étude sans bac. Et à l'époque, on pouvait faire un BTS Action commerciale sans Ouais. avoir de bac. Donc, je me lance dans ce BTS Action Co. Sauf que pour des histoires personnelles qui sont liées à ma mère, mais qui, du coup, m'ont embarqué aussi, je me suis retrouvé SDF pendant 6 mois. Mhm. Donc, du coup, j'étais beaucoup plus occupé à essayer de manger, dormir, avoir un toit, Mhm. que d'être concentré sur mes études. Mais en parallèle de ça, comme c'est un BTS Action commerciale, tu es aussi en alternance dans une entreprise. Et donc, j'étais dans une entreprise où c'était une petite maison d'édition de presse qui éditait des magazines en tout genre dans le monde de la bijouterie, de la menuiserie, enfin, il y avait plein de mags. Et moi, j'avais cette casquette de chef de publicité et puis on va dire,
de bidouiller dans la communication et dans le marketing, quoi. Mais comme je suivais pas les études en parallèle, j'ai totalement improvisé, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai découvert, notamment dans cette entreprise en alternance, donc qui est une fois, je crois que c'est une semaine, donc ça fait 2 semaines par mois, j'ai découvert mes talents innés. En fait, j'ai vu que j'avais des facilités pour fédérer des gens autour de moi. C'était hyper simple. Et j'ai vu que j'étais bon dans la communication et dans le marketing. C'était très palpable parce que je voyais le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle j'étais qui grossissait d'année en année, quoi. Et c'était quand même lié à ce que je faisais. Oui, puis tu peux aussi comparer par rapport aux autres. Exactement, ouais. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de mettre à contribution ces talents innés pour le chef d'entreprise avec lequel je bossais à l'époque, mais je sentais de manière intuitive qu'il fallait que je mette à contribution ces talents pour quelque chose qui me dépasse, pour l'humanité, pour les autres. C'était difficilement explicable parce que c'était purement intuitif, quoi. Mais je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Et donc, me voilà à 23 ans, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris, sans ascenseur, c'est très important. Et je débarque de cette situation où je suis SDF dans cette chambre de bonne. Et en arrivant, je me dis, bon, j'espère que je vais pas y rester longtemps quand même, parce que c'est quand même pas très grand. Et finalement, je vais y rester 10 ans. Et de cette chambre de bonne, je vais commencer à réfléchir et à me dire, qu'est-ce que je peux apporter au monde ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette humanité, quoi. Parce que pour toi, c'était juste une évidence, en fait, que c'était une raison d'être, quoi, de contribuer, de servir plus grand que toi. Alors oui, il y avait ça, et en même temps, un besoin excessif, j'ai envie de dire, de liberté. Ouais. Et qui m'habite encore maintenant. J'ai vraiment... La liberté, pour moi, c'est quelque chose de très important, quoi. Et donc, du coup, j'ai ces deux notions qui sont très fortes. Et puis, je me lance dans une étude de marché. En parallèle de ça, je fais un bilan de compétences. Et donc, pendant ce bilan de compétences, j'ai une révélation un matin en me réveillant. Et j'ai une idée dans le monde du tourisme d'une forme de voyage qui, à mon sens, ne se faisait pas et qui correspondait totalement à ma propre façon de voyager déjà à l'époque. Qui est plutôt hors sentier battu, en contact avec les gens, où moi j'aime bien apprendre à cuisiner aussi sur place, où je pratique, donc à l'époque je faisais du kung-fu en pleine nature, j'aime beaucoup l'art aussi des pays, d'être très souvent dans la nature, etc. Et donc je fais une étude de marché et en fait je trouve rien dans le monde du bien-être qui correspond à ce que j'avais en tête et ce que moi je vivais dans mes propres séjours. Et donc pendant ce bilan de compétences, le gars avec qui je le faisais me dit, écoute, moi j'ai un frère qui est directeur d'une agence de voyage, je te propose d'aller le voir, parle-lui de ton idée, et puis tu verras bien en fait s'il y a un potentiel. Et puis quand je lui en parle, en fait, je vois vraiment des dollars dans ses yeux, et je me dis, ah bah tiens, je pense que là je tiens quelque chose. Donc je fais cette étude de marché pour vraiment valider dans ma tête que je vais pas faire n'importe quoi, parce que je dis, j'ai pas de diplôme, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai pas un rond en poche, j'ai une chambre de 10 mètres carrés. Et pour autant, voilà, je vais me lancer et je vais créer mon entreprise qui s'appelle Néhorizon Travel. Et donc, je crée à l'époque le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Sans m'en rendre compte. Je vais m'en rendre compte au bout de 3 ans parce que tous les grands acteurs du monde du tourisme font un copier-coller vraiment de ce que j'ai créé. Ouais. Évidemment, pas avec les mêmes budgets. Et puis, il y a un moment donné, il y a un gars dont je ne citerai pas le nom qui se positionne et qui fait une grosse levée de fonds et qui prend en gros les parts de marché, quoi, si tu veux. Et pendant ce temps-là, surtout, je m'aperçois du milieu du monde du tourisme. Moi-même, je découvre ce que c'est d'être chef d'entreprise, parce que à 23 ans, on n'est pas dans une société, nous, en France, où on cultive l'entrepreneuriat, hein, ça fait pas partie ça, c'est sûr, ouais. de notre culture. Ça devrait être, d'ailleurs, on pourrait intégrer ça à l'éducation. Mais complètement, ouais, c'est ce que je recommande aussi. Et donc, du coup, je découvre ce statut de chef d'entreprise, le monde de l'entreprise. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, dans le monde du tourisme, comment ça se passe? Ça me plaît pas du tout. C'est un vrai monde de requins, en tout cas, de ce que je vis, moi, de l'époque. Et je me dis, non, je me vois pas continuer à développer mon entreprise dans un milieu qui me correspond pas avec autant de
ouais, parfois même c'était de la haine. Enfin, c'était très, très, très étonnant. Et donc, du coup, je cogite et je décide de créer la marque Néo Bien-être, qui est une agence de communication dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Parce Moi, c'est comme que, ça que je t'ai connue en 2015 d'ailleurs. Hein. exactement, parce que en Ouais. fait, mon ambition, qui est toujours la même, parce que bon, certes, on a progressé, mais c'est vraiment de démocratiser le monde du développement personnel et de la connaissance de soi, en enlevant toutes les fausses étiquettes qu'il peut avoir dessus, parfois de mouvements sectaires ou de personnes un peu bizarres, de gourous, Mm. etc. Et donc voilà, donc on œuvre depuis une vingtaine d'années maintenant à accompagner les professionnels du bien-être, les thérapeutes, dans leur communication, dans ce qu'ils font. Et donc voilà, donc on fait des sites web, des cartes de visite, des logos, enfin plein de choses, une agence de com, quoi. Mm. Et donc, pour répondre à ta question, je m'autorise justement à devenir, à prendre soin de moi, en fait. C'est un peu ça, hein, le fond de ta question. Au moment où je deviens chef d'entreprise, dans la mesure où euh, je commence à conscientiser, mais très rapidement, que je suis vraiment aligné avec qui je suis. Ah ouais. Et à partir du moment où je commence à conscientiser ça, à me dire, ah, mais ça y est, c'est bon, en fait. Enfin, tu sais, j'ai comme un souvenir dans ma tête qui me vient à l'esprit, là où je me dis, ah, ça y est, enfin. Tu sais, Mm. comme si c'était une évidence. Ah, mais, ok, donc il va falloir mettre de l'énergie, je suis ok avec ça. Mais je sens que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut que j'aille, quoi, que ça me correspond et que je suis totalement aligné avec moi-même. Et donc là, bah, c'est devenu très naturel. J'ai commencé à me réveiller très tôt naturellement. Alors que quand tu es salarié et que tu n'as pas forcément envie d'aller bosser pour un métier peut-être que tu n'aimes pas, moi je considère que pareil, 80% de la population exerce un métier purement Ouais, alimentaire. alimentaire, ouais, c'est ça. Mm. Et donc là, je vois cette différence. Donc je suis réveillé Pour très habiter tôt. dans une ville qu'ils n'aiment pas en général. Oui, voilà. Ouais. On peut aller très loin hein, pour se Mm. mettre en couple avec une personne, mais Ouais, c'est ça, qu'ils n'aiment pas vraiment ou dont ils se sentent pas aimés. exactement. Pour faire des enfants, parce que c'est normal de faire des enfants, etc. Ouais. Et donc, je me lève donc très tôt, et puis bah, très tôt aussi, je commence à mettre en place une routine pour prendre soin de moi, justement, Mm. parce que j'avais observé dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance que donc ce patron-là ne faisait pas ça en fait pour lui. Donc j'ai vu son état se dégrader au fur et à mesure des années. Mm. Et dans ma tête, je me disais, ah non, mais jamais je ferai cette erreur. Donc du coup, bah, très tôt, je mets en place ce qu'on peut appeler une routine, une habitude, des rituels, peu importe comment on l'appelle, mais qui est toujours ancré dans ma vie, qui est complètement intégré dans ma vie, où je me fais passer en priorité tous les jours avant tout le reste. Ouais, mais ça, ouais, moi, j'aimerais bien revenir sur ce moment où tu comprends que ça y est, tu es aligné, tu es à ta place, etc. Parce que là, tu as quoi? Tu as une vingtaine d'années? Tu J'ai as 23 23 ans. ans? Ouais. Voilà. En fait, est-ce que tu te souviens? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que Oui. c'est. Ouais, c'est ça? Ah ouais, c'est vraiment une sensation. Et d'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que je le vois là avec ma compagne, qui est en train de développer ses activités, qui Mhm. avait déjà eu une entreprise avant et qui est là en train de se lancer dans autre chose. Et je trouve ça chouette parce que je vois en fait ce qu'elle vit, c'est ce que moi j'ai vécu à l'époque. Mhm. Et donc j'ai plus ces mots en tête, mais c'est quelque chose dans ce goût-là, du style, ça y est, là, je sens en fait que je suis à ma place, quoi, tu vois. Mhm. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus jamais douté? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une forme d'évidence. Mhm. Il y a une forme d'évidence, et d'ailleurs, c'est tellement évident que ça arrive très souvent, ton entourage proche, lui, est pas du tout dans la même évidence que toi. Ouais, ouais. Lui, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es sûr là quand même? Je te rappelle, t'as pas de diplôme, t'as vu le chômage. Quand ça fait déjà, par exemple, 2, 3 ans que t'es en train d'essayer de développer ton entreprise et que ça marche pas vraiment, bah, t'as toujours ton entourage proche qui dit, bon, bah, peut-être que ce serait bien d'arrêter là, non, Julien? Peut-être que tu te trouves un job, quoi, non? T'arrives pas à te Mhm. dégager un salaire. Enfin, tu vois, toutes ces, et j'allais dire, il faut surtout pas leur en vouloir parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, a priori, elles te veulent du bien. Elles sont juste conditionnées par la société et c'est juste le Mhm. reflet de leur propre peur. Donc, si toi, tu sens pas en fait que c'est une évidence pour toi, bah, très facilement, tu vas écouter les gens autour de toi. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, bah, tu te laisses happer, puis tu reviens sur les rails et tu suis les rails comme tout le monde, quoi. Et j'allais dire, tu deviens un mouton un peu comme tout le monde. Et Après, il y a des personnes qui sont dans cette évidence, mais dont la relation à l'argent
les déconnectent de cette évidence. Ah, alors ça, c'est encore un autre sujet, la relation. Complètement. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi très culturel. Hein. Nous, en France, je trouve, on a un rapport avec l'argent qui est extrêmement compliqué. Hein. Très compliqué parce que, alors encore plus, j'ai envie de dire, dans le monde du bien-être et de la connaissance de soi et tout ça, parce que une grande majorité des professionnels du secteur ont beaucoup de mal déjà à se définir, à donner un tarif à leurs prestations. Beaucoup pensent que dans le monde du bien-être, ça devrait être gratuit, en fait, ce qu'on fait. Oui. Beaucoup ne se sont pas autorisés. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand tu regardes et que tu vas profondément et que tu discutes avec chacun et chacune, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à régler déjà, eux, de leur côté. Quoi. Et ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas cette capacité à se lancer et à créer une entreprise. Ça nécessite d'avoir quand même un certain nombre de compétences que tu peux développer, hein, évidemment, hein, que tu peux même aussi apprendre hein, d'une certaine manière. Mais je trouve que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est normal. Oui, contrairement à ce qui est dit dans les médias sur l'entrepreneuriat. Ok. Ah oui, ils disent ça, les médias, ils disent que c'est... on montre aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est la voie de la liberté, que tout le monde peut y arriver, etc. Or, non, c'est pas vrai. Puis après, il y a différents profils d'entrepreneurs et d'entreprises aussi. Mais est-ce que tu aimerais nous partager un peu tes ressources, tes secrets, qui t'ont bâti en tant qu'entrepreneur? Je reviens déjà à ce que je te disais en amont. C'est que pour moi, s'il y a vraiment quelque chose à retenir de ce que je dis là aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi. Oui, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé quelle était ton intention pour les auditeurs aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment à retenir parce que je trouve que c'est la clé, mais même comme je te le disais en amont, en tant que citoyen, tout simplement. Ouais. Mais bon, là, une fois de plus, on ne nous l'a pas appris. Donc, ça peut être une évidence pour ceux qui nous écoutent d'un point de vue intellectuel, mais après, à mettre en place, c'est beaucoup moins simple. Parce qu'en fait, selon aussi ton éveil de conscience, tu comprends que toi et le reste, c'est la même chose, que tout est lié, en fait. Donc, si tu prends soin de toi, tu prends soin du reste. C'est ça. Là, quand tu en arrives à ce stade, tu as déjà quand même bien progressé, ouais. Tu as quand même bien cheminé, quoi. Mais tu vois, justement, j'en parle dans le premier livre que j'ai écrit, là, qui sort au mois de juin. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Je donne, pour moi, j'ai appelé ça des escales, parce que, comme je te disais, j'aime bien le voyage. Les 6 points qui me semblent vraiment évidents et totalement naturels et tellement évidents qu'on passe à côté à mettre en place dans sa vie du quotidien, quoi. Et donc, comme je te disais, moi, j'ai mis ça en place très tôt, quand j'ai commencé à créer mon entreprise. J'avais commencé en amont parce que j'étais déjà dans le kung-fu et que, comme je te disais, je voyageais beaucoup, je rencontrais beaucoup de monde, donc ça m'a amené à conscientiser beaucoup de choses. Mais je vois bien que j'ai intégré davantage le process à partir du moment où je suis venu de chef d'entreprise, quoi, pour vraiment me faire passer en priorité. Et donc, parmi ces 6 points, c'est pas par ordre croissant, hein, mais l'alimentation, par exemple. L'alimentation, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas été éduqué. Donc, la plupart des gens, on mange juste parce qu'on a faim, quoi. On mange. Quand tu vois ce qu'il y a dans les cantines, oui, c'est sûr. Voilà. On mange tous, en plus, quasiment aux mêmes horaires. C'est-à-dire que on suit même plus l'élan naturel de notre corps à manger quand on a vraiment faim, tu vois. Ouais. Et donc, pour pas trop m'étaler là-dessus, l'alimentation, pour moi, elle doit être t'apporter de l'énergie. C'est-à-dire de pas manger parce que tu as faim, mais réfléchir et donc là, il faut se positionner comme un chercheur, et donc ça demande du temps, à trouver les aliments que tu aimes, évidemment, mais au-delà de ça, qui t'apportent de la vitalité. Donc là, je rejoins en fait totalement Hippocrate, qui disait que ton aliment soit ton premier médicament. Ouais. Et ça, c'est pas du tout intégré dans notre société. Donc, si déjà, chacun et chacune, on faisait l'effort au moins de cuisiner, parce que c'est pareil, on est dans une société maintenant où on nous facilite plein de choses. La plupart des gens ne cuisinent plus parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et si on se réappropriait un petit peu notre cuisine et qu'on cuisinait, donc des légumes, ce que tu veux, hein, peu importe, je ne prône pas pour être végétarien, végétalien, d'arrêter la viande ou quoi que ce soit, juste au moins de cuisiner et d'essayer de cuisiner des produits qui sont plutôt bons et plutôt frais, quoi. C'est la première façon de prendre soin de soi, l'alimentation. Exactement, quoi. Et là, tu vois, par exemple, pour des personnes motivées, on sait à travers plusieurs études
que quelqu'un, là, lors d'aujourd'hui, qui nous écoute et qui aimerait justement reprendre la main sur son alimentation, être très attentif, voir ce qui digère bien, ce qui lui fait du bien, ce qui lui apporte de la vitalité, etc., il faut à peu près 7 ans en moyenne. Ouais, c'est énorme. Ouais, pour quelqu'un qui est motivé. Mais voilà, donc d'où la nécessité de commencer le plus tôt. Mais une fois que tu as mis ça en place et que donc tu te positionnes en tant que chercheur et que tu vas faire des tests pour voir vraiment ce qui est bon pour toi, tu vas voir en fait de manière mais très simple, enfin, tout le monde le mesure, que oui, de manger sainement, de manger des plats qui sont bons pour ta santé et qui t'apportent de l'énergie, évidemment, ça clarifie aussi ton état d'esprit, ça clarifie tes pensées, ça a un impact sur ta psychologie, ça a un impact sur plein de choses. Et pour ceux qui sont un peu cartésiens, il y a plein d'études maintenant qui le montrent. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais tout ce que je vais te citer, il y a plein d'études de chercheurs, pour tous les cartésiens. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, d'aller dans les moteurs de recherche, vous allez voir, il y a plein d'études qui le montrent. Donc, c'est pas juste des idées farfelues ou c'est vraiment quelque chose de très concret, quoi. Donc, l'alimentation. Autre point, le sport. La plupart des gens aussi ne pratiquent pas une activité sportive régulière parce que ça nécessite de faire des efforts. Oui, puis il y a une déconnexion au corps aussi. Complètement. Et donc, évidemment, on aime plus notre petit confort du quotidien à rester chez nous plutôt que d'aller se challenger à faire du sport, à transpirer, etc. Donc là encore, c'est à chacun de se positionner en tant que chercheur et à trouver vraiment le sport qui lui convient. Donc ça peut être de la marche, de la natation, de la randonnée, du vélo, de la course à pied, enfin peu importe. À chacun vraiment de trouver déjà ce qui le met en joie, ce qui lui plaît, et puis d'essayer du mieux qu'il peut de le pratiquer assez régulièrement. Et là encore, des études, il y a suffisamment d'études à l'appui qui montrent tous les bienfaits de pratiquer un sport. Le plus connu, c'est toutes ces molécules que ça nous apporte, qui sont des molécules du bonheur, qui nous apportent vraiment un état de bien-être. Et je défie quiconque après une activité sportive de me dire non, je suis pas en forme, quoi. Généralement, ça active les hormones. Exactement. Quand on pratique une activité sportive, on est très différent de l'instant T où on commence et à l'instant Y où on revient après de cette séance. Peu importe ce qu'on a fait, ça nous procure vraiment du bien-être. Et au-delà de ça, ça ouvre notre appétit, ça favorise aussi notre sommeil. Il y a énormément de bienfaits. Et donc, tu vois, par exemple, ne serait-ce que ces 2 points, sport et alimentation. Oui, c'est la base. Ouais. C'est la base. Ouais. 80% de la population n'est pas dans cette base-là, quoi. Ouais. Après, évidemment, derrière, il y a le sommeil. Ouais. Être très attentif à ces cycles de sommeil, c'est-à-dire vraiment très respectueux de ces cycles de sommeil. Et donc là, forcément, ça nécessite de revoir un petit peu sa vie, parce que la vie moyenne, c'est un peu métro boulot dodo dans notre société. Donc quand les gens sortent du boulot, pour essayer un peu de sortir la tête de l'eau, très souvent ils vont, voir des potes, aller boire l'apéro avec des amis, aller dîner dans un restaurant. Alors c'est très bien en soi, ça je le remets pas en question. Mais il faut juste conscientiser que quand on pratique des activités de la sorte, généralement, on rentre assez tard chez soi. Donc, du coup, on se couche tard pour le lendemain matin se réveiller très tôt et ne pas être forcément très en forme. Donc, oui, il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, mais si moi je sors du boulot et que je dois rentrer chez moi, dîner tôt, parce que c'est pareil, le fait de dîner tôt favorise aussi la digestion le plus tôt possible et donc, du coup, favorise aussi un bon sommeil. Du coup, j'ai plus de vie, quoi. Ouais. Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, ça fait maintenant, quasiment plus de 20 ans que je fais ça, et non, j'ai une très belle vie. C'est juste que ma vie est différente. C'est juste que j'ai dû me déconditionner pour me reconditionner et pour mettre en place des processus, des habitudes qui sont beaucoup plus saines pour moi. Et à partir du moment où c'est beaucoup plus sain pour moi, ça a un impact, comme on le disait tout à l'heure, aussi sur mon entourage et sur plein de choses dans ma vie, quoi. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel impact tu vas avoir pour toi et dans ta vie de tous les jours, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et puis, on parle souvent dans ce podcast du pourquoi. Ouais. Et de mettre son entreprise au service de ce pourquoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, voilà, le sommeil, très important. Idéalement, pour terminer sur le sommeil, ne pas avoir de réveil le matin. Ouais. Ça, c'est très simple, il suffit juste de te coucher. Tout le monde le sait intuitivement de quelle heure il a besoin de sommeil pour être bien. Il y en a, ça va être 6 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, peu importe. À partir du moment où tu le sais, tu te couches en fonction, en fait, ton corps se réveille naturellement. C'est-à-dire que moi, en ce moment, j'ai besoin de 6 heures de sommeil.
Donc, bah, si je me couche, je sais pas moi, à 10 heures, par exemple, bah, tu vois, à 4 heures du mat, je vais être réveillé, quoi. Mhm. Parce que mon corps va se réveiller naturellement et que je serai en pleine forme. Mhm. Donc, pareil, il y a des études à l'appui qui ont montré qu'un réveil, peu importe ce que c'est, même si c'est un réveil tout doux, à partir du moment où ça te sort de ton cycle de sommeil, ça stresse ton corps. Ouais. Et donc, Et est-ce que tes besoins, parce que j'imagine que tes besoins, ils ont évolué au fur et à mesure des années. eh ben non, je vais t'en parler après. Ok, Tu vois, ouais, les besoins n'ont pas évolué. Après le sommeil, il y a la nature. ouais. On a totalement aussi oublié d'aller le plus souvent possible dans la nature. La nature a plein de bienfaits aussi pour nous, en fait, pour notre psychique et pour notre corps. Pareil, il y a énormément d'études à l'appui, des exercices de relaxation aussi quotidiennement. Pareil, avec des études à l'appui, on a montré que 10 minutes par jour, juste 10 minutes par jour d'exercice de relaxation, certains peuvent appeler ça de la méditation, par exemple, eh ben, nous apporte tellement de bienfaits dans notre quotidien, Mm. mais qui ont été listés, qui ont été mesurés grâce à Mathieu Ricard, pour ceux qui connaissent, il s'est Mhm. prêté au jeu des électrodes. Voilà, tu vois, des points qui me semblent vraiment vitaux et qui Ouais. me semblent totalement basiques, donc à intégrer dans notre vie comme une hygiène de vie et que très peu de personnes font. Alors que si tout le monde le faisait convenablement, bah, on serait déjà tous à la base bien dans notre tête et bien dans notre corps. Ouais, ça devrait être la base de la pyramide de Maslow. Exactement. Mm. Et donc, pour revenir à ta question sur les besoins, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis posé plein de questions. Et parmi ces questions, je me suis dit, c'est quoi tes besoins, Julien? Tu as besoin de quoi pour être heureux? Donc, c'est un Mm. peu, j'y pensais pas à l'époque, je savais pas que j'allais réaliser un film autour du bonheur, Mm. mais c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous, finalement? Ouais. Et mes besoins, moi, ils n'ont pas évolué. Donc, mes besoins de l'époque, quand j'ai commencé à me dire, mais quel modèle économique je peux créer pour assouvir mes besoins? Donc, mes besoins, c'est manger, dormir, être en contact avec les gens, l'amour, l'amitié, voyager, euh, ouais, la nature, être souvent dans la nature. Et ces besoins n'ont pas changé dans ma vie, sont exactement les mêmes, que Mhm. j'assouvis évidemment pleinement. Oui, ouais. Mais j'allais dire peut-être que c'est les façons de les assouvir qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très à l'écoute de soi. Tu sais, quand je te disais au début que j'étais parti au Portugal Mm. pour justement combler tous mes besoins, c'est parce que je suis attentif justement à ces besoins. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, je suis à Montpellier, il n'y a pas si longtemps, il y a, je sais pas, 3, 4 mois, et je suis en train de me balader dans Montpellier pour aller faire des courses. Jusqu'ici, tout va bien. Et je reviens des courses, et sur le trajet, je ne sais pas pourquoi, je ressens un besoin de partir de la ville. Pourtant, Montpellier, c'est pas une grande ville. Moi, j'habite dans le cœur de Montpellier, donc c'est ce que j'appelle le village, c'est très sympa. Mais je ressens le besoin de partir, c'est-à-dire d'être loin de la pollution sonore, lumineuse, ouais, de tout ce vacarme là qui est autour de moi. Et donc, du coup, voilà, comme j'ai appris justement à m'écouter, je reviens à ce que je te disais, eh ben, je rentre chez moi, je prépare mon sac, ma tente, mon duvet, tout ce qu'il faut, et je prends la route. Et je pars à 40 minutes de Montpellier, je vais tout en haut d'un lac, donc je fais une petite rando d'1 heure et demie pour arriver tout en haut d'un lac qui est magnifique, qui s'appelle le lac du Salagou, et pour passer la nuit à la belle étoile sous ma tente là-bas. Mm. Et ben, quand je suis arrivé sur place, j'ai ressenti en fait dans mon corps une partie de moi en fait qui me disait merci, Mm. merci de t'être écouté quoi. Et le lendemain matin, un magnifique cadeau, un lever de soleil magnifique sur le lac avec des couleurs somptueuses, qui est venu aussi m'apporter et me nourrir, tu vois. Et là encore, en fait, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. Après, Mm. bah, je suis revenu à Montpellier et j'étais dans une énergie complètement différente. C'est sûr. Et Et donc, alors, ouais, ouais, moi j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment tu fais pour tenir cet engagement envers toi, parce que, enfin, voilà, je trouve que c'est un engagement. ouais, C'est une forme de leadership, en fait, c'est vraiment du leadership envers toi. oui. Comment tu fais pour tenir ça Bah, avec tes entreprises? parce que je mesure les effets. Ouais. Tu vois, par Mais exemple, dès le début, en fait, tu l'as fait. Tu vois, on a ouais, vraiment, moi, c'est ça que je trouve formidable chez toi, c'est que on sent qu'à aucun moment, tu as renoncé, à aucun moment, tu t'es lâché la main, à aucun moment, tu as douté. On a vraiment l'impression que c'est juste comme ça depuis le début. ah si, justement, j'en parle dans mon livre. Ouais. Il y a plein de fois où j'ai posé le genou à terre, hein. Mm. Plein de fois où j'ai dû me relever et essayer différemment, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein.
Mhm. C'est-à-dire que je pense ce qui fait la différence, à mon avis, avec une autre personne qui serait pas dans cette dimension dans laquelle moi je me trouve, c'est Mhm. vraiment de conscientiser et d'acter, de prendre soin de moi en priorité, et donc d'être vraiment très à l'écoute de moi. Il y a rien de, d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, mais il y a rien d'égocentrique derrière tout ça, quoi. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui Ouais. pourraient se dire, tiens, c'est très égocentrique de penser qu'à soi. Et en fait, pas du tout, parce Non. que Mais si puis je c'est le prenais, message de tous les podcasts. Enfin, c'est le message de tous les épisodes, tu ok, vois, de revenir à soi. Donc, ouais. ok, parce que si je prenais pas ce temps-là pour moi, je ne pourrais pas mettre autant d'énergie à déployer toutes les activités que je fais. Mhm. Mhm. Impossible. Et qui Mhm. favorisent et qui participent à une éclosion positive de notre société, quoi. Mhm. Donc, c'est surtout l'inverse, quoi. C'est pas du tout égoïste, quoi. Ça, c'est notre société qui nous fait croire que de s'occuper de soi en priorité, c'est être égoïste. Ouais. Et donc, comme je mesure l'impact, c'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai plein d'exemples. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas trop le choix. Pendant 2 semaines, j'ai pas pu vraiment continuer à faire ce que je fais habituellement pour prendre soin de moi. Ouais. De temps en temps, faire certaines choses, mais et donc là, du coup, comme j'ai pris l'habitude de m'observer, j'ai bien vu en fait que mes pensées étaient différentes. J'ai bien vu que ma façon d'aborder euh, mes activités professionnelles, le regard que j'avais dessus était très différent. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis retrouvé quelques matins à me réveiller en me disant mais je vais jamais y arriver, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait une montagne de choses à faire et que c'était inaccessible, quoi. Mhm. Alors que quand je suis justement dans cette hygiène qui est complètement intégrée dans ma vie, il n'y a pas un seul moment où je réfléchis comme ça, où je me dis Mhm. ça. Tout est fluide et tout se fait de manière correcte. J'ai vu que dans les interéchanges aussi avec les autres, j'étais différent. Plein de petites choses en réalité comme ça, quoi. Et donc Mhm. justement, ça m'a vraiment montré que c'est essentiel pour chaque individu de trouver vraiment tous ces outils qui sont bons pour lui en termes d'alimentation, de sport, de sommeil, d'exercice de relaxation, de nature, parce que la nature, ça peut être la forêt, une montagne, un lac, la mer, peu importe ce que c'est, mais de mettre en place tous ces outils qui est vraiment la base unique de l'individu, quoi. Et c'est comme ça que je le mesure, c'est-à-dire que dès que, si à un moment donné, comme là je l'ai vécu, je peux moins m'occuper de moi, je vois bien en fait que je suis dans une autre énergie. Ouais, tu vois la différence. Mhm. Exactement, ouais. Et donc à l'inverse, quand je suis tout le temps dans ce processus, je vois en fait tout l'impact que je peux avoir autour de moi, mais à tous les niveaux. Là encore, par exemple, dans le train hier, donc je reviens du Portugal, je prends le train, et donc j'ai quelqu'un qui est assis à côté de moi, et puis on commence à discuter, et j'ai bien senti que, ne serait-ce que dans notre discussion, je pense que dans ce que moi je dégage, peut-être dans nos regards, la personne, elle est repartie avec le smile, Mhm. avec une énergie qui était complètement différente que quand je me suis assis à côté d'elle. Mhm. Tu vois? Et c'est aussi ça notre responsabilité chacun en tant que citoyen, c'est que potentiellement, on peut semer des graines comme ça dans notre vie de tous les jours. Quand je vais faire mes courses, par exemple, c'est le sourire que tu vas faire au caissier ou à la caissière, c'est discuter un petit peu avec la personne, c'est si à un moment donné, je sais pas, tu croises quelqu'un comme je l'ai fait là dans le train qui a des questionnements, peut-être que tu pourras répondre à ces questions. Mais si toi, t'es pas déjà bien dans ta tête et dans ton corps, tu peux pas en fait être, tu vois, dans cette énergie qui est juste humaine, d'aider les autres, d'aider son prochain, d'être proche des gens. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est devant toi et qui s'apprête à tomber, tu as le geste juste et parfait parce que t'es en forme physiquement, donc du coup, tu peux la rattraper. Si toi, tu fais une chute, et comme tu prends soin de toi aussi physiquement, tu pourras te rattraper beaucoup mieux qu'une autre Mhm. personne. Tu vois, c'est plein de petits détails dans notre vie du quotidien et tu peux que t'en rendre compte c'est un peu comme tout, en fait. Il faut vivre l'expérience. Quand Mhm. tu vis l'expérience, je te disais tout à l'heure, je défie quiconque de faire 1 heure de sport, peu importe ce que c'est, de revenir et de me dire, maintenant, je me sens pas bien. Il a vécu une expérience. Mais celui qui ne l'a pas vécu, il pourra pas te dire, si c'est bien ou pas, si c'est positif ou pas pour lui. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour des exercices de relaxation, c'est pareil pour plein de choses. Donc, plus tu mesures les choses, plus tu les testes, plus tu les vis les expériences, plus tu vois les bienfaits que ça t'apporte. Et là où ça va créer une différence avec d'autres individus, c'est que moi, je vais sortir de ma zone de confort régulièrement. Mhm. Je donne un autre exemple. En hiver, là, ici à Montpellier, même si on est dans le sud, parfois il fait froid. Et moi, j'ai pris l'habitude, donc dans cette hygiène de vie, d'arrêter de travailler à 4h30 de l'après-midi. Peu importe ce qui se passe.
à 4h30 l'après-midi, je m'arrête et je m'occupe de moi, entre autres. En tout cas, je veux prendre du temps pour moi, pour aller faire du sport, etc., etc. Et donc, en hiver, j'ai pas envie de porter mon vélo sur 3 étages, parce que j'ai pas d'ascenseur ici, de mettre mes gants, mon bonnet, et d'aller affronter le froid pendant 1 heure et demie. Je serais plutôt tenté de rester chez moi, tranquille, à me faire un petit chocolat chaud avec de la chantilly. Tu vois. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux revenir et te faire un chocolat chantilly. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que en sortant et en revenant, je vais être dans une vitalité, dans une énergie complètement différente. Je sais que quand je vais partir, bon, ok, je suis pas motivé, je me force à sortir, mais quand je reviens, qu'est-ce que j'aime cette sensation? Qu'est-ce que j'aime en fait de voir en fait ce que ça m'apporte, tu vois. Je me sens mais vivant, beaucoup plus vivant en fait. Je me sens bien, je me sens éclairé, lumineux. Ouais, enfin, je me sens vraiment bien. Et c'est ça, je pense, je te dis, qui fait la différence peut-être avec beaucoup de personnes, c'est que je vais peut-être sortir plus volontiers régulièrement de ma zone de confort. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que je suis un être humain comme tout le monde. Et que, comme je te le disais, oui, j'essuie des échecs. Oui, parfois, je doute. Oui, parfois, je me demande, en fait, si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Évidemment, mais comme tout être et comme toute personne. Mais la grosse différence, c'est que le fait de prendre soin de moi me permet d'avoir un regard très différent sur les circonstances de la vie. Donc, quand il y a un échec, je pense que je vais pas voir l'échec de la même manière qu'une autre personne qui ne serait pas dans cette dimension de prendre soin d'elle. Et donc justement, quand ça t'arrive, l'échec, le doute ou le genou à terre, comme tu disais, qu'est-ce qui se passe? Je le vois comme une opportunité. Ouais. Et je me dis qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui m'attend après. Donc c'est une remise en question, c'est t'ouvrir à d'autres possibilités. Ouais, disons que je me dis, bah ok, bon alors là je me suis planté. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de positif à en retirer? Parce qu'il y a toujours du positif à en retirer. Donc ça c'est peut-être la première chose que je fais naturellement. Et puis après, bah, c'est comment après je peux faire différemment. Si là je me suis trompé là-dessus, bon bah il faut que j'essaye différemment. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, le mec qui a créé la voiture. Bon bah il a dû faire plein d'essais quand même au début, quoi. Albert Einstein, il a dû faire plein d'essais aussi, j'imagine, au début, quand il a testé des choses, quoi. C'est obligé que dans tes débuts, tu te trompes. Et puis même pas que dans tes débuts. Même après, ouais. Regarde, moi, j'ai une liste encore de 16 projets sur mon bureau. Alors, je vois bien, quand je lance des projets, bah, ils fonctionnent pas, ils cartonnent pas tous comme ça d'un coup. Parfois, en fait, ça marche pas. Alors, parce que ça nécessite que je réaiguille, tu vois, que je sois sensible et que je me dise, bon, alors pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Donc ça, ok, donc ça c'est bien. Bon, alors peut-être que ça, il faut que je le change. Et donc du coup, je réessaye. Bon. Oui, c'est ça, c'est que tu n'abandonnes pas, tu réessayes autrement. Ouais. Tu t'améliores, tu peaufines, ouais. C'est ça. Mais pas forcément dans l'immédiat. Tu vois, parfois, en fait, je vais mettre le projet que j'ai testé qui n'a pas marché un peu en stand-by, on va dire, pour mieux revenir après derrière dessus. Tu vois, mais c'est ce que je te disais au tout départ, et la façon dont tu m'as présenté, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de manière purement intuitive. Donc, quand je lance un projet qui a un échec, on va dire, derrière, même si j'aime pas ce terme, eh bien, intuitivement, je vais être à mon écoute et je vais voir en fait s'il faut que je mette plus d'énergie dessus, justement, est-ce qu'il faut que je reteste de manière différente. Si intuitivement je le sens pas, je vais pas y aller et je vais passer à autre chose. Pour qu'à un moment donné, ça revienne comme ça dans ma vie et que je remette de l'énergie dessus. Donc, ouais. Vas-y. Non, ça, je pense que tout ça, ces mécanismes-là, tu sais, le goût de l'effort, de se relever, d'avoir un regard persévérer, de la persévérance, etc. Pour moi, c'est lié au kung-fu. C'est lié au kung-fu. Ça m'a vraiment appris ça. Après, j'ai un père qui est marathonien, qui a fait 42 marathons dans sa petite carrière sportive. Et donc, il nous a amené aussi courir assez tôt. Et donc, la course aussi, c'est parce qu'on faisait de la course d'endurance pour le coup. Donc, ça amène aussi à développer ce type de compétences, du goût de l'effort, de relâcher, de continuer. Puis le fait aussi que tu sois au service de plus grands, je pense que ça
ça permet de peut-être moins s'identifier, entre guillemets, à l'échec. Peut-être aussi, je ne l'avais pas conscientisé comme ça, c'est possible. En tout cas, c'est un vrai moteur. Et parfois, on me pose la question et c'est ce qui m'alimente tous les matins, parce que je suis encore éveillé très tôt, comme tu as pu le comprendre, et excité comme une puce tous les matins parce que je reçois plein de messages de partout, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, par texto, peu importe, de personnes pour qui les actions qu'on met en place, donc les films que j'ai réalisés, le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, le congrès innovation en éducation, le festival pour l'école de la vie, les voyages vélo, yoga et méditation qu'on organise, l'académie innovation en éducation, le magazine papier innovation en éducation. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais et tout ça, en fait, ça représente combien de structures en fait différentes? Eh bien, alors, c'est une seule et même structure physique. Ok, ouais. Qui est intégrée dans la SAS, ouais. Horizon Travel. Par contre, ça représente maintenant 9 sites Internet, parce que chacun a son site Internet. Ouais. Et en interne, donc, c'est combien de personnes avec toi? Eh ben, là, j'ai été encore, je pense, précurseur. Faut remonter, donc, du coup, maintenant quasiment 10 ans en arrière. Et 10 ans en arrière, je décide de quitter Paris pour m'installer ici à Montpellier. Et donc, je fais une proposition, parce que j'avais des salariés à l'époque, et je fais une proposition aux salariés, et je leur dis, est-ce que ça vous dit de venir freelance? Et on continue à bosser ensemble. Bon, il y en a qui pouvaient, d'autres pour qui c'était compliqué. Donc, il y en a certains qui m'ont suivi dans cette idée, donc ils sont devenus freelance, puis ils développent leur activité de leur côté, et donc du coup, nous, on continue à développer mes activités ensemble. Et puis, moi, en fait, maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis le seul salarié de mon entreprise, et le reste, c'est des freelances avec lesquels je bosse. Donc, en fait, tu as créé comme un collectif de freelance? Ouais, c'est ça, une communauté. Oui, en quelque sorte, ça reste un freelance, c'est-à-dire que il développe ses activités lui aussi de son côté, mais moi, je suis quelqu'un de fidèle, donc quand ça se passe bien, je continue à bosser avec les mêmes personnes, quoi. Et du coup, ils sont organisés en mode projet? C'est-à-dire? Par exemple, il y a les freelances qui s'occupent du festival de l'école de la vie, du magazine. Ouais, par exemple, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça. Quand j'ai besoin de ressources, en fait, sur un sujet, par exemple, je sais avec qui je vais bosser, quoi. Et il y a quelque chose qui me vient, là, je change de sujet, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu étais intuitif et que quand tu reçois une idée, tu suis ton intuition et tu mets en place les choses et tu testes. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui, tu vois, qui reçoivent des idées, mais qui perdent confiance en ces idées. Oui, c'est vrai. Alors moi, l'habitude que j'ai prise, c'est de les noter. Parce que, ça, c'est aussi une chose qui me caractérise. Quand j'étais plus jeune, j'avais justement beaucoup d'idées novatrices. Et très régulièrement, je disais à mon frère, à mes potes, regarde, je t'en ai parlé il y a quelques années, ça y est, ça existe, quoi. Et ouais, ça m'est arrivé, mais vraiment plein de fois. Et je me rappelle bien même que mon frère, il se fichait de moi. Il disait, n'importe quoi, t'as rien inventé. Ton frère, on va l'inviter dans le podcast, je crois. et donc, une fois, j'ai pris au sérieux, je fais, écoute, il s'appelle Ludovic, je dis, écoute, Ludo, je vais les noter maintenant, mes idées, ok? Et je vais mettre la date et l'heure, quoi, et on verra bien, quoi. Et donc, il a mesuré par lui-même que, effectivement, en fait, j'avais des idées. Donc maintenant, j'ai compris, en fait, que ces idées, elles ne m'appartiennent pas. Hein, ouais, c'est ça. Ils sont un peu sensibles aux énergies. Et ça, une fois de plus, c'est intimement lié au fait que je prenne soin de moi. Ouais. Je crois que, du coup, je canalise ou l'information arrive beaucoup plus facilement à moi. Mais j'ai pris l'habitude. Parce qu'il y a l'espace mental. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de les noter. Et voilà. Et sans les juger, en fait, je les note. Et tu les relis? C'est toujours présent sur mon bureau, donc je les vois tout le temps. Mais par contre, ce qui est bon de voir, c'est que toutes ces activités que j'ai créées, donc on peut essayer de résumer ça rapidement en 2 galaxies. J'aime bien ce terme-là. Il y a la galaxie C'est quoi le bonheur pour vous, qui regroupe donc le film que j'ai réalisé, un congrès, un livre, un jeu de cartes et un podcast. Et la galaxie Innovation en éducation, qui regroupe aussi un podcast, un congrès, un magazine, un livre, et puis la réalisation de films. Toutes ces activités-là se soutiennent les unes et les autres. Donc, en gros, c'est que des ponts les uns avec les autres. Et je crois que c'est une particularité des 10. Ouais. Donc, nous, on utilise notre cerveau de manière très différente.
Et donc, pour arriver à une solution, on va passer par des endroits que une personne lambda ne passerait pas. Donc, du coup, on est obligé, nous, de créer des ponts dans notre tête. Et je pense que le développement de mes activités est un peu à l'image de ma dyslexie. Mais je suis très étonnée, tu vois, qu'il y ait une seule structure parce que je pensais que tu en avais plusieurs. Eh ben non. Ouais. Donc, c'est chouette parce que finalement, le modèle est simple. Très simple. Ouais. Là, pour moi, c'est un des points qui est hyper important dans notre vie et même en tant qu'individu, hein, la simplicité. Hein. Bien Et sûr. mettre de la simplicité dans nos vies. Hein. Plus c'est Magnifique. simple. Ouais. Bah écoute. En tout cas, ce qui me réjouit encore à l'heure d'aujourd'hui, et je me faisais cette réflexion quand j'étais au Portugal, et je me disais, je me remerciais moi-même en me disant, je me remerciais de m'avoir écouté, quoi. En gros, tu vois, et de continuer à m'écouter, parce que c'est toujours très tentant d'écouter les uns et les autres sur plein de sujets, hein, pas forcément sur le développement de l'entreprise, sur plein de choses, mais je suis tellement content de vivre ma vie de rêve, quoi. Tu vois, celle que j'ai imaginée quand j'étais dans ma chambre de 10 mètres carrés, et puis de continuer à vivre ça et de voir que ça inspire des millions de personnes et que ça les aide eux aussi de leur côté. Pas forcément des chefs d'entreprise, mais au moins à porter un regard différent sur plein de choses. Oui, changer les mentalités, éveiller les consciences. Ouais. Mais en fait, ta vie de rêve, j'imagine que tu l'as créée chaque jour, en fait, à chaque instant. C'est ça, je reviens à la notion de choix. Hein. Ouais. Oui, c'est un choix de chaque instant. C'est un vrai choix. Et c'est pour ça que je te disais que tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Parce qu'on ne conscientise pas le choix que ça représente d'être chef d'entreprise. Pour moi, en tout cas, dans les activités que j'ai créées et de ce que j'incarne aujourd'hui, je ne fais pas de différenciation entre mon entreprise et moi. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce qu'on voit de moi, c'est moi, en fait. Ouais. Un personnage, tu vois, c'est moi, en fait. Voilà. Mon entreprise, c'est moi, et moi, c'est l'entreprise, quoi. Oui, c'est un personal branding. Voilà. Et donc, du coup, c'est un vrai choix de vie. Il y a très peu de gens qui pourraient avoir la vie que j'ai choisie. Et ça ne ferait pas rêver, d'ailleurs, aussi bon nombre de personnes, tu vois. C'est pour ça que c'est important de se connaître et de prendre ce temps-là et donc d'amener la connaissance de soi le plus tôt possible dans notre société pour voir réellement, en fait, comprendre qui on est, nos valeurs, nos idéaux, ce qui nous fait vibrer, vers quoi on a envie de tendre, nos compétences innées, ce qu'on peut apporter à notre société, chacun de notre niveau, parce qu'on est tous différents. Moi, la vie que je mène ne correspond pas, une fois de plus, à plein de personnes. À tout le monde, ouais. Et puis pareil, tu t'es aussi autorisé à te connaître et à créer ton entreprise et ta posture de chef d'entreprise comme ce que toi, tu désirais. Être c'est ça. Regarde, là, encore un autre exemple. La plupart des chefs d'entreprise ne sont pas du tout dans le modèle que moi j'ai choisi. D'être le seul salarié et d'être entouré de freelance. La plupart des chefs d'entreprise, ils répondent au code, c'est-à-dire qu'ils ont des salariés, point. Ouais. Non, moi, je crois beaucoup au freelancing aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. Ou soit... Oui, c'est ça, c'est comme ça. Et... Ouais, c'est ça, ouais. On ne remet pas en cause la norme. C'est ça. Ou soit dans leur tête, c'est trop challengeant. Mais là, j'ai un bon exemple d'un chef d'entreprise avec lequel j'ai discuté il n'y a pas longtemps, parce qu'il m'interviewait pour un de ses podcasts aussi. Et donc lui, il a, je crois, une 50aine de salariés et il trouvait ça hyper challengeant. Donc pour lui, c'était très challengeant la façon dont moi je bosse. Ouais. Et réciproquement. Oui, exactement. Figure-toi que là, justement, j'ai eu de ces nouvelles aujourd'hui, justement. Et donc, ça y est, il a capté. Il commence à s'entourer de freelance aussi. Tu vois. Donc, il y a eu un petit cheminement. Là, ça a duré moins d'1 an. Mais ça y est, il a capté. Moi, je pense que c'est vraiment le futur de l'entreprise, ça. Hein, pour tout. On l'a un peu. D'ailleurs, ces périodes de confinement ont éclairé davantage tout ça et ont donné l'envie aussi à davantage de personnes de vivre de l'entrepreneuriat ou de bosser de chez eux pour leur patron. D'être libre, en fait. Ouais, d'être libre, ouais, ça a été un des côtés positifs. Magnifique. Et justement, pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour compléter cette discussion, peut-être sur la notion de rester libre? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai une citation dans mon bureau là qui me suit partout depuis que je suis tout petit.
bon, le cadre a changé, mais c'est celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ouais. Et parce qu'elle m'a vraiment inspiré quand j'étais petit. Enfin, je me rappelle dans un rayon, ça m'a marqué, quoi. Ça restait très imprimé. Et pour moi, c'est plus qu'une citation. C'est facile à comprendre, mais après, faut la mettre en action, quoi. Et donc, si on attend systématiquement que le changement il vienne de l'extérieur, peu importe ce que c'est l'extérieur, là, en ce moment, moi, j'étais choqué. Là, je reviens du Portugal et ici à Montpellier, c'était les grèves, tu sais. Donc, c'est un peu le côté révolutionnaire, quoi. On n'est pas content là, pour les retraites, ce que je comprends, hein, pas de souci. Hein. Mais en fait, les gens là s'attendent à ce qu'il y ait du changement de l'extérieur. Ouais. Tu vois. Et tant qu'on n'a pas conscientisé que le changement, dans un premier temps, il vient de nous, en fait, de notre intérieur. Mais c'est pour ça qu'ils se font en colère d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'ils attendent toujours de l'extérieur. Exactement. La clé, je reviens à ce que je te disais, c'est de conscientiser ça et de mettre en action. C'est-à-dire que si on veut du changement dans notre vie, si on veut une société à l'image de telle qu'on l'imagine, je sais pas, peut-être avec plus de justesse, plus d'amour, d'empathie, tout ce qu'on veut, hein, peu importe ce que c'est, à nous déjà dans un premier temps de l'incarner. Exactement. Si on ne l'incarne pas, ça ne changera pas, c'est impossible. Et puis pour répéter encore ce que je dis depuis le début, je pense que cette notion est très présente dans notre discussion, c'est avant de l'incarner, c'est de se l'être autorisé. Mais oui, c'est ça. Et là, il faut faire un premier pas. Donc, il n'y a pas de petit premier pas, il faut juste faire un premier pas. Donc, il faut inviter les gens qui nous écoutent dès que le podcast va se terminer, à faire un premier pas. Par exemple, cuisinez-vous quelque chose de sain ce soir. Et oui, et puis partir du principe que de toute façon, vous méritez. Ah, mais oui, tout le monde le mérite. Il n'y a pas une seule personne qui ne le mérite pas. Enfin, peut-être, hein, c'est exagéré peut-être de dire ça, mais oui, tout le monde le mérite. On mérite, ouais. Et c'est ni l'argent, ni le gouvernement, ni un travail qui va apporter cette preuve que vous méritez. Mais oui, c'est ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je disais que j'étais resté 10 ans dans un 10 mètres carrés. Je pense que peut-être que dans la tête de beaucoup de personnes, ils peuvent se dire, ouais, c'est compliqué. Mais ça rejoint ce que tu dis. C'est que comme j'étais déjà dans cette énergie de prendre soin de moi et puis de découverte, hein, à travers beaucoup de lectures, etc., et ben, j'ai toujours fait en sorte que quand j'arrive chez moi, dans ce 10 mètres carrés, je me sente bien en ouvrant la porte. Et donc, peu importe la taille, peu importe le porte-monnaie, parce que tu l'as compris, j'ai connu tous les porte-monnaies, je me suis toujours débrouillé pour d'abord être bien dans ma tête, être bien dans mon corps. Et donc, forcément, j'avais toujours un regard qui était plutôt optimiste et positif sur la vie. C'est vraiment la clé. Donc, j'invite les gens à lire mon livre. C'est quoi oui, et on va mettre dans la description tous les liens. Comment on pourrait soutenir tes priorités, Julien, de ces prochains mois? Les soutenir, écoute, là, il y a quand même un projet qui me tient à cœur depuis 2 ans, c'est le magazine Papier Innovation en Éducation. Oui. Parce que j'ai été abonnée. Ok. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi? J'aime beaucoup. Ça ouvre plein de perspectives et moi, j'ai vécu aussi l'instruction en famille pendant une partie de l'année dernière. Avec un enfant qui rentre pas dans les cases non plus. Donc voilà, donc c'est un sujet qui me touche de près aussi. Ok. Et tu vois, pour moi, mais quasiment d'ailleurs tout ce qu'on fait, hein, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un magazine qui est d'utilité publique. Ouais. Au magazine, on devrait pouvoir le donner à toutes les écoles, à tout le monde en fait. Tu vois. Oui. Parce que le contenu, il est hyper intéressant, il est fait par des professionnels, c'est de l'information qui n'arrive pas à nous. Normalement, c'est le mainstream qui devrait s'occuper de ça, quoi. C'est l'éducation nationale. En fait, tous les enseignants devraient le recevoir, ce magazine. Mais oui, complètement. Tous les parents, les futurs parents, etc. Donc, le moyen de nous aider, c'est d'amener les gens à s'abonner au magazine. Parce qu'on est jugé par eux-mêmes. Le magazine, il sort tous les 2 mois. C'est 81 pages en moyenne. Il n'y a pas de pub dedans. C'est purement du contenu. Il y en a déjà 13 maintenant qui sont sortis. Voilà. Il y a une belle qualité aussi d'impression, de papier, tout ça. Ouais, on y accorde beaucoup d'importance parce que, bon, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, pour moi, la beauté, c'est très important. C'est quelque chose qu'on oublie dans beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours.
Pour un magazine, pour moi, oui, c'était important qu'il soit beau et qu'on ait envie de le garder. Tu vois, un peu comme une collection et qu'on n'ait pas envie de le jeter, quoi. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu acceptes que les personnes te contactent si elles ont envie de créer des choses avec toi ou... Ouais. Ah oui, je réponds à tous les emails. Je suis connu pour ça, pour répondre très rapidement. Quelle est la meilleure façon de te contacter? Eh bien, sur Instagram, c'est assez simple. On tape Julien Perron, un seul R, on trouvera assez facilement sur mon compte. Sur Facebook aussi, on me trouve facilement, toujours Julien Perron. Sinon, mon adresse mail la plus simple, peut-être, c'est info au singulier, @neobienêtre.fr. Magnifique. Et pour terminer, mon cher Julien, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Mike Horn. Ah ouais? Ouais. Ouais, je trouve qu'il a une trajectoire. En tant qu'entrepreneur? Ouais, je trouve qu'il a une trajectoire de vie qui est quand même pas commune. Ouais. Et il a quand même développé toute une marque autour de lui. Hein. Bon, évidemment, il n'est pas seul. Hein. Mais je pense qu'il doit bien gérer son truc quand même. Ouais. Et je pense qu'il serait passionnant. Certainement. Écoute, j'espère qu'on aura la joie de le recevoir un jour. Je te le souhaite. Avec quoi tu repars, Julien, de notre échange? Je me dis qu'il y a plein de graines qui ont été semées. Un grand merci. Un grand merci à toi, Ombline. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette nouvelle conversation vous a inspiré, vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Pensez à vous abonner au podcast, à partager à vos contacts sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, besoin d'approfondir certains sujets qui ont été évoqués, vous pouvez contacter Julien directement comme il vous le propose. Si vous voulez être invité sur le podcast ou si vous ressentez l'appel de travailler avec moi, c'est simple, vous me contactez à l'adresse ombeline@nous.ceo ou alors vous vous rendez sur le site internet nous.ceo pour découvrir la méthode vraie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.